Bonjour, on est le 9 novembre 2018, on a une journée assez bonne comme le fut la météo d'hier. Voilà, pour ceux qui savent profiter de la météo, ben, qu'ils le fassent. Voilà, ici, je vais voir ce qu'on appelle euh, la disjonction ou la non-disjonction. Donc la disjonction ou la non-disjonction. Donc c'est l'un ou l'autre, hein. On ne sait pas avoir bon, une disjonction et en même temps une non-disjonction, c'est un non-sens. Euh, J'entends par disjonction voilà, deux ensembles qui sont disjoints dans la disjonction. Et dans la non-disjonction, j'entends deux ensembles qui sont... euh, enfin, dans la non-disjonction, dans la disjonction, les deux ensembles sont disjoints. Par contre, dans la non-disjonction, les ensembles sont non disjoints, c'est-à-dire qu'ils sont, il y a, on va dire, euh, une intersection. Une intersection. Voilà. Donc, la disjonction, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection. La disjonction. Et la non-disjonction, il y a une intersection. Donc, on ne saurait pas avoir un cas où on a en même temps une intersection et pas d'intersection. Soit on a une intersection, soit on n'en a pas. On n'en a pas. Donc, soit on a un énoncé qui est vrai ou faux, mais un énoncé ne saurait jamais être vrai et faux en même temps. Donc un énoncé soit vrai ou faux, mais pas vrai et faux en même temps, c'est pas possible. Bon, en ce moment, c'est quelque chose qui serait, dire, ambigu. Quelque chose qui est vrai en même temps faux, bon, c'est ambigu. Voilà, on n'a pas voilà, de vérité précise donnée. On n'a pas une véracité précise, puisqu'en fait c'est imprécis. Il est peut-être vrai, il est peut-être faux, il est en même temps vrai, en même temps faux. Faux, bon, ça échappe à la logique. Bon, alors, je vais d'abord voir, avant de voir la non-disjonction, je vais voir ce qu'on appelle la disjonction et comment, via un symbole mathématique, interpréter le symbolisme de la disjonction. Bon, pour ça, je prends un énoncé de forme négative qui dit que les A ne sont pas B. On voit bien qu'on a une phrase en français qui est un énoncé et qui est de forme négative. On peut avoir la forme, on va dire, affirmative. On va avoir la forme affirmative et la forme, bien sûr, négative. On peut avoir une forme interrogative, une forme négative et interrogative. Bon, on a tous des cas de figure qui peuvent se mélanger, mais ici, on a une forme négative. Donc les A ne sont pas B, qui représentent un énoncé clair et précis, concis en français. Bon. Et ça, c'est un exemple que je donne. Voilà, les A ne sont pas B. Je vais donner un exemple. Ça, c'est un exemple généralisé qui prend, je veux dire, en compte une généralité. Les A ne sont pas B. Mais maintenant, je vais particulariser par rapport à un exemple bien précis, plus précis que ce cas général qui est les A ne sont pas B. Je peux prendre par exemple comme exemple, il faut que j'en trouve un. Voilà, par exemple, les élèves de première secondaire ne sont pas des fonctionnaires. Voilà. Les élèves de première, secondaire ne sont pas des fonctionnaires. Donc, on voit bien que bon, un élève ne serait pas de secondaire, c'est un élève de première secondaire. Voilà, on va dire c'est un élève qui est à la charge de ses parents, à la charge de ses parents et qui suit des cours institués par l'État. Hein, il suit des cours euh, agréés par l'État.
Donc l'élève, lui, il a une fonction d'élève. Voilà. Quand il est amené à être à l'école, c'est de suivre des cours et d'étudier les matières qu'on lui fournit, et il doit passer des examens relatifs euh, voilà, euh, à sa matière vue. Et la matière vue est instituée par l'État, par l'État. Donc tout est, on va dire, agréé au niveau des examens, des interrogations, tout est agréé au niveau de la réussite, qui, en finalité, je veux dire, en fin d'année, bien sûr, est le fruit soit d'une attestation de passage ou d'un diplôme. Voilà. Donc, mais ici, c'est plutôt une attestation, parce que c'est une attestation qui va dire que l'élève de première secondaire a réussi avec fruit et peut passer, je veux dire, a les compétences pour passer à l'année suivante. Voilà. Donc, on voit bien que l'État va être derrière tout ça. Euh, au travers, bien sûr, de cours donnés au travers de professeurs aux élèves de l'école. Donc, en tout et pour tout, on pourra dire que les élèves ne sont pas des fonctionnaires, ils ne travaillent pas pour l'État. Par contre, ben, qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnaire? C'est une personne, c'est un agent de l'État qui est rémunéré pour travailler pour l'État. Donc, un élève ne sera pas être un fonctionnaire, c'est ça que je veux dire. Bon, mon explication ici, c'est tout simplement, tout bonnement pour expliquer que l'élève a un statut, et que le fonctionnaire en a un autre, et que le statut d'élève de première secondaire ne serait pas, euh, euh, je veux dire, mélangeable, si le terme existe, mélangeable avec le statut de fonctionnaire. On est soit un élève ou soit un fonctionnaire. On est soit un fonctionnaire ou soit un élève. Mais on ne saurait pas être un élève de première secondaire et en même temps fonctionnaire, parce qu'un élève, bon, il suit des cours, il a probablement des allocations familiales payées en tant que revenu, le seul revenu. Hein, peut-être que seul revenu, peut-être qu'il a d'autres revenus aussi, il peut avoir d'autres revenus, mais le fonctionnaire, il est rémunéré par rapport à des revenus euh, que l'État lui fournit. Donc, vous voyez que les statuts ne sont pas les mêmes euh, au niveau de l'élève de première secondaire, ça tout le monde le sait, et au niveau des fonctionnaires. Bon, ça c'est clair et net, tout le monde, j'ai remis un petit peu d'ordre dans la pensée de certains qui pourraient, je veux dire, se dire que bah oui, un élève de première secondaire pourrait être fonctionnaire. Non, c'est pas le cas. Bon, ici, quand je donne des explications, je donne des explications pour euh, euh, tous les âges, tous les âges. Donc, ceux qui écoutent ma vidéo ici, c'est pour tous les âges. Donc, il y en a, ils trouvent évident fatalement que les élèves de première secondaire ne sont pas des fonctionnaires. C'est évident pour beaucoup de personnes, mais pour d'autres personnes, peut-être moins âgées ou encore, je dirais peut-être même plus âgées, hein, qui regardent ma vidéo, ne sont pas ont peut-être un doute vis-à-vis de cet éclaircissement. Ouais. En tout cas, l'éclaircissement est fait pour tous les niveaux, tous les types d'âge possibles qui regarderaient ma vidéo. C'est que les élèves de première secondaire ne seraient pas, ne seraient pas avoir n'ont pas la possibilité d'avoir un statut de fonctionnaire, et les fonctionnaires n'ont pas de statut qui est celui d'élève de première secondaire. Donc en fait, on voit bien qu'il y a, au niveau de la caractéristique des, euh, des ensembles, on a deux ensembles qui sont séparés complètement. Il n'y a pas d'intersection. On ne saurait pas avoir un élève qui est en même temps élève et fonctionnaire. On ne saurait pas avoir un fonctionnaire qui est en même temps fonctionnaire et élève de première secondaire. Donc, en fait, on voit bien qu'on a ce qu'on appelle, voilà, deux ensembles disjoints et donc fatalement une disjonction. disjonction. Et par cette formule générale qui est les A ne sont pas B, je peux trouver toute une panoplie d'exemples tels que j'ai donné ici. Les élèves de première secondaire ne sont pas des fonctionnaires, d'autres cas de figure qui font qu'on peut avoir une forme de disjonction en prenant des exemples, je veux dire d'autres exemples. Il existe toute une panoplie d'innombrables exemples que l'on pourrait trouver pour élaborer cette fameuse, je veux dire, euh, euh, explication concernant la disjonction. Il en existe tellement tant que je vous laisse le soin d'en trouver d'autres. Voilà, par vous-même. Bon, maintenant, comment peut-on interpréter ça sous forme de symbolisme, on va dire, logique, au niveau de dessin logique, pour interpréter, je veux dire, ce vocable de disjonction au travers d'une formule générale qui est les A ne sont pas des B,
ne sont pas P, mais au travers d'une formule particulière ici que j'ai pris comme exemple, les élèves de première secondaire ne sont pas des fonctionnaires. Eh bien, si je devais faire un cas de figure de, symbolisme pour bien faire visualiser au travers d'un dessin la disjonction, bien, on voit bien que j'ai deux ensembles, l'ensemble des élèves de première primaire, de première secondaire, je m'excuse, et l'ensemble des fonctionnaires. Attention que j'aurais pu prendre A, l'ensemble des fonctionnaires, et B, les élèves de première secondaire. Ça, je veux dire, ça importe peu qu'il soit à gauche ou droite-gauche, peu importe. Et ça, du moment qu'on ferme bien son ensemble et qu'on catalogue l'ensemble, voilà, et que le B est bien catalogué, hein, que représente le A et que représente le B, A, ensemble des élèves de première secondaire, et l'ensemble B, ben, il caractérise quoi? Ben, l'ensemble des fonctionnaires. Bon, des fonctionnaires de n'importe quel pays ou de n'importe quel État, de n'importe quel... C'est pas propre à un pays. Hein. Voilà. C'est l'ensemble des fonctionnaires du monde, par exemple. L'ensemble des fonctionnaires du monde. Ça, c'est l'ensemble des élèves de première secondaire du monde entier. Et dans le monde entier, on ne trouvera jamais un élève, une personne qui est élève de première secondaire et qui travaille à la commune ou dans une province ou dans une mairie ou voilà, dans un département. On verra jamais ça. On verra jamais ça. Donc, ça, c'est dans n'importe quel pays du monde. Hein, je veux dire, vous ne verrez pas. On aura bien une dissociation, quel que soit, je veux dire, les pays. Bon, mais ça, ce que j'ai fait là, ça, c'est la représentation, si vous voulez, de l'air. Voilà. Parce que, généralement, les patatoïdes comme ceci sont des représentations de l'air veine. Mais par contre, ici, dans la disjonction, l'air fait bien, dans la disjonction, une bonne séparation, je veux dire, des ensembles. Une bonne séparation. Parce que Venn, bon, interprète, je veux dire, un petit peu à sa manière, une autre manière, en se disant que oui, il y a une intersection. D'après Venn, oui, il y a une intersection. Là, j'ai les A et là, j'ai les B. Il y a une intersection. Mais si il y a intersection, d'après Venn, hein, ça c'est le diagramme. Tout à l'heure, j'ai fait, enfin, juste avant, j'ai fait Euler, diagramme d'Euler. Ici, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Venn. Le diagramme de Venn, là, ce qui va se passer, hein, pour Venn, je ne sais pas si c'est avec deux N, normalement c'est avec deux N. Voilà, pour Venn, eh bien, oui, il y a une intersection, mais celle-ci est vide. Et malgré tout, ça représente la disjonction. Voilà, c'est une disjonction. Donc, la disjonction peut avoir deux formes de symbolisme possibles par rapport aux patatoïdes. L'une qui est Euler, et donc on voit bien qu'ils sont disjoints, on voit bien qu'il n'y a pas d'intersection possible, et Venn qui lui, bon, dit oui, il y a une intersection possible, mais cette intersection sera vide. Bon, y a pas, c'est les mêmes, on va dire, ça confirme les mêmes vocables, ça confirme la terminologie de disjonction. Tous les deux confirment bien qu'on a une disjonction en présence, que ce soit la représentation juste avant qui était Euler ou celle de Venn qui est celle-ci. Tous les deux confirment bien qu'on a affaire en voyant ces idéogrammes et donc c'est en même temps ces diagrammes, hein, parce que c'est des diagrammes aussi, ces diagrammes-là, ce sont des diagrammes de Venn, qui sont des idéogrammes bien sûr. Hein. Voilà, donc on peut dire que dans ce cas, quand on a soit la représentation précédente qui est Euler ou celle-ci Venn, hein, à ce moment-là, que les ensembles, si vous voulez, A et B sont disjoints. Mais attention qu'il existe dans les notions ensemblistes une autre terminologie pour dire qu'ils sont disjoints. Voilà. Et c'est ça que justement cette vidéo a trait à cette terminologie, c'est qu'en fait on peut dire autrement. On peut dire que tout simplement A n'empiète pas sur B, tout simplement pour dire qu'ils sont disjoints. Dire qu'ils sont disjoints, c'est que A n'empiète pas sur B. Et là, il existe, si pour certains qui ont déjà vu ça, un symbole qui
un symbole qui existe pour dire qu'A n'empiète pas sur B. Il existe un symbole. Et ce symbole, vous pouvez le voir, il est ici. Regardez. Si j'efface ceci, voilà. Là, j'ai le symbole. Le symbole est là. Le symbole est là. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur, il y avait du vide. Vide. Et ce vide-là, ben, pour éviter de faire des petits traits, on le barre comme ça. Voilà. Et là, c'est pour cette écriture-là, enfin ce symbole-là, symbolise l'écriture ici, que A n'empiète pas sur B. Le symbole là, c'est A n'empiète pas sur B. Voilà, ce symbole-ci, c'est A n'empiète pas sur B. Donc ce symbole-là remplace tout simplement cette fameuse... En mathématiques, on aime utiliser les symboles pour réduire les écritures. Notamment, on simplifie les choses au niveau des écritures. On ne va pas faire beaucoup de français, mais beaucoup de mathématiques. Et pour ne pas faire beaucoup de français et faire beaucoup de mathématiques, on va remplacer le français par des symboles mathématiques. Voilà. Donc, ça veut dire que A et B sont disjoints ou que A n'empiète pas sur B. Donc, et oui, il existait un symbole qui est le symbole de disjonction ou de non-empiètement. Voilà. Parce que maintenant, si je prends le cas contraire, donc tout à l'heure, je vous avais pris un énoncé. Voilà. Les A ne sont pas B. Bon, les A ne sont pas B. B, je vous ai oublié de vous dire que si ça c'est le cas, si on a un cas typique qui est vrai, ben, on a ce qu'on appelle la disjonction ou le non-empiètement. Le non-empiètement. Maintenant, supposons que, en logique, bon, on peut avoir deux cas de figure. On peut avoir deux cas de figure. On peut avoir un énoncé qui est soit vrai, soit faux, mais on ne peut pas avoir un énoncé qui est en même temps vrai et faux. Et ça, je vous l'ai dit tout en débutant, on ne peut pas avoir un énoncé qui est vrai et faux. Donc, il est soit vrai ou faux. Donc, ici, pour avoir la disjonction, il faut que les A ne sont pas B, soit un énoncé vrai. Parce que si c'est un énoncé, ceci se résume à un énoncé faux, et la logique le permet, que ce soit un énoncé faux, à ce moment-là, on a affaire à ce qu'on appelle de la non-disjonction. Les A ne sont pas B est faux, on a affaire à ce qu'on appelle à une non-disjonction. Et là, le cas typique de cet exemple-là n'est plus bon. Hein. Bon, et de se dire que les A ne sont pas B, qu'est-ce que ça veut dire? Si les A ne sont pas B est faux, c'est qu'on peut se dire qu'il est... en fait, ça c'est équivalent, on peut dire que c'est équivalent à se dire que 1A au moins est B. On pourrait écrire que 1A au moins, ça peut être 1, 2, 3, bah, au moins 1A au moins est B. Ouais, ça veut dire qu'il y a une intersection. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Bon, et si je fais l'idéogramme de ceci, ou le diagramme de Venn ou le diagramme de l'air, à ce moment-là, on n'aura pas ceci, mais on aura tout simplement, au niveau du diagramme de l'air Venn, on aura l'ensemble A, voilà, l'ensemble B, mais j'ai d'office là une intersection. Donc j'ai un élément qui se trouve ici, d'office. Parce que j'ai, là, à ce moment-là, on va dire que A empiète sur B. A empiète sur B. A empiète sur B. Mais ça change tout parce que là, si je devais supprimer ceci, j'ai le symbole là. Là, parce que j'ai un élément, il est plus vide. Vide, il fallait le barrer pour dire qu'il était vide. Donc, ce qui veut dire que A empiète sur B, voilà, c'est ceci.
A empiète sur B. Donc, vous voyez que la, 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 la disjonction ou la non-disjonction hein, peut s'écrire avec un symbole bien particulier au travers, bien sûr, de la notion d'empiètement. Donc, c'est-à-dire qu'on a soit une intersection ou on n'en a pas. Voilà. Je terminerai par dire, parce que cette vidéo aussi, elle va être assez, je veux dire, courte. Il n'y a pas beaucoup de notions, je veux dire, à développer. Tout simplement que on peut parler de ce qu'on appelle une certaine écriture exprimant la réalité d'un ensemble. Si A est différent du vide, ça implique que au niveau que A est réel. Voilà. Et si A est égal au vide, ça veut dire que A est vide. Donc un ensemble est soit réel, c'est-à-dire existant, ou existant, c'est-à-dire qu'il existe des éléments à l'intérieur, soit il est vide. On a deux cas de figure possibles. Alors, au travers de l'empiètement, comment dire qu'un élément est réel? Mais il est non vide, un ensemble est non vide, que si A empiète sur lui-même. S'il empiète sur lui-même, en fait, on a voilà, l'existence d'un ensemble A. Donc le A est réel. Maintenant, si A est vide, c'est qu'en fait, A n'empiète pas sur lui-même. Il n'empiète pas. Et s'il n'empiète pas, ben, on a affaire à un ensemble vide. Voilà, au travers de l'empiètement, comment peut-on dire qu'un ensemble est vide ou pas? Au travers de la notion d'empiètement. Voilà. Je vous remercie.